Pour fêter dignement l'anniversaire de mai 68, nous sommes allés à la rencontre de la jeunesse. Nous avons discuté avec des étudiants de Lyon 2, de Sciences Po Lyon, ainsi qu'avec des jeunes qui s'étaient rendus le 5 mai à la fête à Macron, sur la place des terreaux. Ces jeunes sont contestataires, certes, mais que contestent-ils et sur quelle base idéologique ont-ils construit leurs différentes luttes? Pour le savoir, nous vous avons concocté un épisode spécial plein de témoignages, d'analyses et de micro-trottoirs savoureux. Tu penses que ça fait pas un peu le jeu de Daesh de faire une manif comme ça en plein air? Wow, non. Non, du tout. Les anciens de 68, il y en a un qui est chômeur, il y en a un qui est instit, il y en a une, c'est ma sœur, il y en a surtout pas mal qui sont devenus de vieux cons. Voilà pourquoi nous sommes allés à la rencontre des jeunes cons pour savoir si ces références leur parlaient encore, eux qui allaient bientôt faire mai 2018. Il commémore, on recommence. C'est un message que l'on entend parfois en ce début de printemps social 2018. Ici et ailleurs, les occupations d'université se multiplient, les banderoles fleurissent, les AG s'enchaînent, et bien évidemment le souvenir de mai-juin 68 est dans toutes les têtes. Nous, ça nous inspire. Peut-être s'il n'y avait pas eu ce précédent-là, on n'oserait pas aujourd'hui aller manifester dans la rue, aller bloquer des facs. Je connais pas les détails, mais mai 68 c'est quand même une espèce de modèle contre un système que les jeunes ne voulaient plus. Et ils ont pris ce qui les concernait en main, sans qu'il y ait des gens au-dessus d'eux qui leur disent quoi faire. Et je pense que pour ça, c'est bien, quoi. Mai 68, moi personnellement, je le vois vraiment comme un moment où en fait les individus ont compris que le pouvoir vraiment qu'ils pouvaient avoir sur les gros groupes, sur les patrons, aussi sur le gouvernement, c'était vraiment la force du nombre en fait. Et voilà, ça s'était déjà passé avec la Révolution, mais en tout cas c'est vraiment le grand exemple contemporain qu'on a. Et c'est ce que je trouve vraiment le plus inspirant, voilà, c'est dire effectivement l'ouvrier seul ne peut absolument rien faire. Mais on est une masse. Et juste parce qu'on est une masse, en fait, on peut faire bouger les choses parce que le système tourne aussi grâce à nous. Et pourtant, la mémoire de 68 est confuse. Une confusion entretenue sans doute par les discours dominants, les discours réactionnaires qui aimeraient qu'on se souvienne des événements de mai et de juin comme d'une aimable fête d'étudiants plus agités par leur libido que par de grandes idées révolutionnaires. Je sais pas si c'est de révolution, mais en tout cas peut-être de prise de conscience, de changement d'époque. C'était peut-être plus au niveau des mœurs. Pour eux, nous peut-être qu'il faudra que ce soit plus politique et écologique. Moi, ce qui me parle dans mai 68, c'est peut-être plus le mouvement de libération de la femme, etc., où je me suis un peu renseignée là-dessus. Et je sais que c'est un peu parti de là aussi. En 68, ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que près de 10 millions de travailleuses et de travailleurs ont, à un moment ou à un autre, cessé le travail. C'est la plus grande grève générale que le pays ait jamais connue, et il s'agit donc bel et bien d'un mouvement collectif. Au départ, c'était des groupes, c'était des unités. Et la seule chose qu'on est ressorti, c'est uniquement des individualités presque qui sont sorties. On parle toujours de Daniel Cohn-Bendit, Dany Le Rouge. Voilà, puis surtout quand on voit ce qui est devenu Cohn-Bendit, j'ai pas forcément envie de prendre ça comme exemple révolutionnaire pour le mouvement, quoi. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a les étudiants qui sont fédérés avec les cheminots, le personnel hospitalier. Et c'est important, comme en mai 68, il y a une convergence des luttes qui donne beaucoup plus de visibilité et de crédibilité au mouvement et qui montre qu'on n'est pas juste en opposition, mais on a un vrai projet de société. Alors très bien, mais si je suis allé à la rencontre de ces jeunes, c'est précisément que je me demandais quel était ce projet de société. Derrière les discours, les rituels, doit bien y avoir quelque chose comme une vision du monde. Il y aura une étape de franchie quand on arrivera à faire passer l'argent au second plan. Non plus comme une fin dans la vie quotidienne, mais comme juste un moyen d'action. Je pense que ça relève surtout d'une contestation du néolibéralisme. Il faut un petit peu s'ériger aussi contre les grands groupes qui cherchent à rentabiliser au détriment de conditions sociales, au détriment des conditions de vie. Donc voilà, on le voit donc, effectivement pour l'université, on le voit pour ce qui concerne les hôpitaux. J'ai l'impression qu'on va vers une société où on va privilégier le fait d'être plus fort que l'autre, d'être meilleur, etc. Et pas du tout humain, et donc on voit à travers à peu près tout ce qui se fait. Quelle est la base, si tu veux, idéologique de la société vers laquelle tu voudrais qu'on aille? Ce serait le partage et voilà, tendre la main vers l'autre et aider l'autre, plus penser au confort de chacun et pouvoir l'égalité un petit peu. Ce qu'il y a de certain, c'est que le trait d'union entre toutes ces luttes, il a bien davantage été tracé par le volontarisme d'Emmanuel Macron que par les contestataires eux-mêmes. Au-delà de la figure présidentielle, difficile de mettre des mots sur ce que l'on combat précisément. Oui, je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'économie, elle est, pas de notre fait, mais d'une idéologie libérale. Elle prime sur le reste, quoi. C'est le marché qu'on fait primer sur des considérations sociales. Peut-être dans l'idéologie du coup de ceux à qui on s'oppose, il y a vraiment, comme tu l'as dit un peu, l'hyperlibéralisation. Le fait que
On trouve que les services publics c'est plus rentable, que ça fait trop de déficit et un service public c'est pas fait pour faire du gain, c'est pas... Donc très bien, ces jeunes s'opposent à l'hyperlibéralisme, au néolibéralisme, au mégalibéralisme, mais alors que je parlais avec eux depuis près de 40 minutes, je me suis rendu compte qu'à aucun moment ils n'avaient prononcé le mot capitalisme. De manière générale, le vocabulaire marxiste, très utilisé en 68, était quasiment absent de la rhétorique de ces jeunes. Non, c'est pas des mots que j'emploie spontanément parce que j'ai pas envie de mettre tout de suite une grosse case en fait dessus. On peut penser les arguments marxistes sans avoir les codes et les symboles marxistes. On parle beaucoup de convergence des luttes, mais ce serait quoi le trait d'union des logiques qu'on combat quel mot tu mettrais dessus? Je dirais déjà le mépris, en partie. Et après, si ça doit être une idéologie globale, l'ultralibéralisme, voilà. Pas le capitalisme? Si, le capitalisme aussi, bien sûr. Alors pourquoi tu n'as pas dit capitalisme? Ah, c'est une bonne question. Bonne question, j'y réfléchirai. Est-ce que c'est parce que ça fait un vocabulaire un peu daté, peut-être? Oui, je pense. Je pense qu'il y a de ça. On l'utilise moins, c'est vrai. Je pense que ce qui est important de prendre en compte aujourd'hui, c'est que dans les classes qui sont discriminées, les personnes racisées qui en plus viennent des classes populaires sont encore plus discriminées. Et du coup, je pense que aussi ne pas se focaliser sur le marxisme, ça nous permet de prendre en compte d'autres problématiques, donc surtout du genre et des personnes racisées. Oui, non, je dis pas que ça s'oppose, mais je dis juste que du coup, on cristallise pas les débats sur les classes en fait. Et que peut-être que dans l'imaginaire collectif, parler de marxisme, c'est vraiment parler de lutte des classes. Je n'ai pas constaté chez ces jeunes un vif rejet du marxisme. Il s'agissait davantage d'une ignorance, l'ignorance même de l'influence que cette famille idéologique avait eue, y compris auprès des grandes figures du féminisme ou de la pensée anticoloniale et antiraciste. Je sais vraiment à peu près où ça se situe, mais je pourrais pas te dire les grands principes, c'est ça. En étant sûr, parce que je pense que ce que j'ai entendu, c'est un peu des généralités, des simplifications des théories. Enfin, je me suis pas nourrie, j'ai pas nourri ma réflexion avec Marx. Mais en même temps, t'en as pas besoin pour lutter. Oui, voilà. Alors, la lutte des classes, la remise en question du mode de production et de la domination bourgeoise en général ne semble pas être ici à l'ordre du jour. L'absence de contre-modèle est un vrai problème pour cette génération qui semble manquer des outils dont elle aurait pourtant besoin pour penser cette autre société qu'elle appelle pourtant de ses voeux. Le problème qui se pose, en fait, c'est que c'est un souci de système, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas des ennemis qui sont vraiment désignés, c'est un système auquel on participe absolument tous. Et là où ça devient difficile de faire changer les choses, c'est que le système, on est dedans. Et souvent, quand des personnes qui peuvent être acquises, en fait, à la cause, aux causes sociales, etc., de dire, non, c'est pas normal, la répartition des richesses, elle n'est pas faite, etc., souvent on se pose la question après de savoir comment est-ce qu'on fait, est-ce que vraiment on peut remettre comme ça, non, la réponse est non, évidemment, en un claquement de doigts, on ne va pas faire effondrer le système de Wall Street ni quoi que ce soit. Donc, Et ce qu'il faudrait introduire dans le débat, c'est justement plus de sensibilité, d'émotion et de valeurs qu'on puisse porter. Qui soit avant tout humaine et non comptable. Ce n'est donc pas sur l'économie que ces jeunes vont se montrer les plus disserts, mais bien davantage sur d'autres problématiques qu'ils qualifient eux-mêmes de sociétales. Par exemple, il y a le Pink Bloc qui s'est formé, il y a aussi une sensibilité par rapport aux personnes qui sont aux minorités sexuelles, etc. Et c'est quelque chose qui intègre vraiment la lutte. Toutes ces sensibilités-là, je pense que c'est quelque chose que notre génération est capable de porter, qui n'était pas forcément porté avant. Ou alors peut-être que c'était porté, mais en tout cas, c'est pas resté dans l'imaginaire collectif. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles problématiques environnementales, féministes qui sont ajoutées. Et nous, on est toujours dans cette volonté-là de tout questionner, de tout remettre en question, d'aller conflictualiser tous les sujets et de ramener ça à l'intérieur de Sciences Po aussi. Ce matin, en fait, il y avait une conférence dans cette salle même sur le féminisme. Avec Muriel Salle. Ouais, et du coup, elle était venue à une de nos AG, elle avait dit qu'elle avait vraiment apprécié ce climat féministe qui s'était instauré, notamment dans la prise de parole paritaire que nous, on a instauré aux AG. C'est vrai que les hommes sont beaucoup plus sensibilisés, par exemple, sur l'écriture inclusive. Les critiques qu'on a eues, c'était toujours des critiques de personnes qui venaient de droite et qui étaient opposées au mouvement. C'était pas des personnes qui étaient dans le mouvement et qui s'opposaient à l'écriture inclusive, c'était toujours un prétexte, en fait, pour nous clasher. Ouais, voilà ça. Mais je pense que c'est même plus une demande et que maintenant, quand on rédige les communiqués, ça vient naturellement d'écrire en écriture inclusive et c'est pas quelqu'un qui nous dit « Ah, ça faut mettre en inclusif », on le fait déjà, je pense,
de base. Et qu'est-ce qu'ils demandent, ces communiqués? Eh bien, le retrait de la loi OR, orientation et réussite des étudiants, la loi qui a introduit la sélection à l'université. C'est donc, comme depuis quelques décennies, un mouvement purement défensif, pas de demande de salaire étudiant, pas de demande de hausse globale du budget des universités. On se sent tellement attaqué En fait, on est tellement dans la défense de tous nos acquis sociaux que du coup, on a du mal aussi un petit peu à se projeter là-dedans. On ne veut surtout pas craquer pour pas que le gouvernement passe. Et je crois que c'est vraiment ça le plus important, il y a vraiment l'idée d'urgence de si on craque, si les cheminots craquent, si les étudiants craquent, par rapport à ces lois-là. Après, le gouvernement, la voie, elle est complètement libre pour faire ce qu'il veut. Et donc du coup, il y a vraiment une urgence à faire barrage au gouvernement, quitte à ne pas proposer tout de suite de choses, mais vraiment d'être mobilisé contre, en fait, plus que mobilisé pour. Moi, je suis assez d'accord dans le sens où il n'y a pas de revendications et que je trouve qu'on ne prend pas assez le temps justement de construire des revendications et de dire justement, au lieu de défendre nos acquis, d'en prévoir d'autres et de dire on veut ça et quitte à pas tous les avoir, en avoir au moins quelques-uns parce qu'en fait c'est comme ça que ça se passe et c'est en demandant le bras qu'on aura la main et en fait en faisant pas ça, je trouve que c'est dommage et qu'on a perdu d'avance et pourtant on se bat quand même parce qu'on y croit mais on se bat pour défendre un truc alors qu'on doit se battre pour obtenir d'autres droits. Il y a une dynamique générale aussi qui est un petit peu pessimiste de manière générale et qui court depuis longtemps. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on demande pas de choses, c'est peut-être qu'on est persuadé qu'on les aura pas et que du coup on préfère défendre le plus possible ce qu'on a déjà et pas demander des choses dont on a peur qu'on n'ait pas, ce qui est extrêmement dommage, clairement. On a quand même parlé de certaines choses qui étaient plus globales, par exemple la question de la méritocratie qu'il faudrait juste questionner, voire complètement déconstruire en fait. Donc il y a quand même des choses comme ça qui ont été abordées et qui étaient plus générales. Ensuite, peut-être qu'il faut un peu plus de temps pour que ces choses-là soient abordées, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à essayer de légitimer le simple fait que ce mouvement existe. Ouais, on passe vraiment beaucoup de temps à juste parler avec ces gens et à essayer de trouver des choses qui conviennent à tout le monde et parfois du coup ça empêche un débat, je dirais, qui va plus loin là-dedans. Car il s'agit également de légitimer les modes d'action eux-mêmes, parce que le blocage et l'occupation des lieux d'études ne font pas toujours l'unanimité. Le fait d'occuper, c'est même pas juste le fait d'occuper, c'est de se réapproprier aussi surtout. Donc justement, comme tu disais, par rapport au CRS, par rapport aux présidences qui peuvent être contre nous, c'est le fait de dire, nous, c'est un lieu où on y est tous les jours, toute la journée, où on étudie, et au-delà de ça, où en fait, on rencontre des gens, où il y a plein de choses qui se passent, où on se mobilise, où en plus, du coup, on y dort, on y déjeune, de vraiment réinvestir, de dire, c'est notre maison, quoi. C'est simplement que dans les médias, c'est pas forcément bien relayé. Il y a aussi énormément de médias qui montrent, les bloqueurs, c'est des casseurs, il n'y a rien qui se passe. Et on va pas forcément filmer, en fait, une conférence avec un économiste en train de se faire dans une fac, alors que c'est une transmission de savoir. La transmission du savoir politique, militant, est bel et bien redevenue un enjeu. Cela est d'autant plus intéressant que très peu des jeunes que nous avons rencontrés sont encartés, comme on dit. Audrey, par exemple, avait fait la campagne présidentielle de la France Insoumise avant de finir par s'en détourner. Finalement, ça m'a pas trop plu à terme, je pense. Ça reste quand même un parti qui, mine de rien, est assez hiérarchisé. Donc finalement, ça reste assez conventionnel comme parti. Du coup, maintenant, je suis plutôt dans les blocus à la fac ou des choses comme ça contre la loi OR. En tout cas, je pense que oui, il y a une volonté de faire de la politique en sortant du système politique, donc en disant, on n'a pas d'étiquette, etc. Et on milite pour des causes, mais sans s'inscrire dans un parti précis, par exemple. Alors, je suis encarté nulle part. J'ai voté pour la France Insoumise, mais je fais pas partie d'un parti. J'ai l'impression que personne n'est encarté, même, peut-être très peu de personnes, même à Sciences Po, etc. Toi, pourquoi t'es pas encarté ? Je suis trop déçue régulièrement, je pense, par certains hommes politiques et femmes politiques pour m'encarter. J'ai l'impression que je peux pas m'inscrire pour l'instant vraiment dans un mouvement particulier. Et pourtant, même sans carte, même avec ce rejet des organisations traditionnelles, ces occupations, ces manifestations sont vues comme des moments de politisation. En cessant le travail, en bloquant, on crée un espace, un moment où la discussion politique devient possible. Même quand on est sensible au sujet du féminisme, quand on ne connaît pas de base, on n'est pas ultra impliqué dedans, qu'on se mobilise avec des gens qui se mobilisent plus qui ont
mobilisent sur un sujet donné, le féminisme, ils nous apportent dans la mobilisation, même individuellement. Et après, ça fait des germes pour après. Et je pense qu'il y a eu des choses comme ça en 68. Ça nous apprend à tenir un discours politique. Moi, je ne l'avais jamais fait et on peut le faire un peu en AG. Surtout quand il y a des gens qui sont opposés comme ça a pu être le cas. C'est dans l'action que s'éveillent et se forment aujourd'hui les consciences politiques, bien plus que dans les partis et dans les formations qu'ils assuraient. Dans les orgas ou dans les syndicats, les anciens faisaient toute l'année ce travail de transmission, un travail qui assurait une certaine continuité idéologique. Ces corps intermédiaires ne sont plus un passage nécessaire pour cette génération qui préfère se débrouiller seule. Ces jeunes vont donc eux-mêmes chercher, ça et là, leurs propres références, sans se les faire dicter. C'est quoi toi tes références théoriques? T'as des livres que t'aimerais citer? Ben Marx surtout. Alors, il n'y a pas forcément que des auteurs. Alors, je vais faire une petite référence un peu cool. Il y a Usul. Voilà, j'ai beaucoup regardé Méchard contemporain, ça m'a beaucoup inspiré. Sinon, j'aime beaucoup Lordon. Alors, j'ai plus regardé les conférences. Il y a Friot aussi. Non, ça, aux opposés et compagnie, en fait. La clique qui a fait, partager, c'est sympa, qui permet de voir un peu les gens qui se bougent autour. En dehors de Lordon, c'est vrai que j'ai un peu regardé Franck Lepage, j'aime bien ce qu'il fait. Quelques personnes qui effectivement ont fait des conférences gesticulées. L'inconvénient, c'est qu'en repartant de rien ou de pas grand-chose, cette génération a encore beaucoup de chemin à faire pour s'assurer une certaine cohérence politique, pour trouver son propre chemin, ses propres revendications et assurer le succès de ses luttes. C'est qu'on s'imagine qu'en 2 mois, hop, on perd ou on gagne, mais enfin, c'est quelque chose qui est quand même super long à se construire, déjà pour tous se connaître en fait. Que ce soit au sein d'une fac et du coup en plus après entre différentes facs, avec des lycées, avec des cheminots, enfin c'est ultra compliqué, ça prend du temps déjà d'avoir les contacts et mine de rien, le fait de passer par des manifs en fait, même si c'est pas une fin en soi, on se retrouve et où quand ça se passe bien et qu'on se fait pas gazer, où c'est vraiment il y a vraiment une bonne ambiance et c'est le moment de rencontrer des gens qui sont d'âges différents, qui viennent pas des mêmes catégories sociales et ça fait vraiment en fait cette diversité du coup. Le but de la politisation des gens, c'est que les gens se rendent compte par eux-mêmes tout au long de l'année et pas seulement au moment des élections, au moment de la démocratie, comme ils aiment bien le rappeler, qu'il faut se politiser. C'est un moment qui a lieu tout au long de l'année et il faut maintenir un discours qui permette aux gens d'avoir un nouveau modèle qui émerge et pas simplement au moment présent, au moment où en fait ils sont au pied du mur, en fait ils n'ont plus le choix en fait dans leur vote en fait. Donc au début j'étais plutôt on va dire apolitique, donc de droite. Et finalement, au fur et à mesure, je pense, notamment en discutant avec des gens, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, je me suis beaucoup déconstruite. Et du coup, voilà, je suis passée par la France Insoumise et maintenant, je suis plutôt vers Poutou ou des choses comme ça, voilà. T'es encore plus déconstruite, quoi. Voilà, on va dire ça. Bien plus que du souvenir de 68, c'est nourri des enseignements de 2016, du mouvement contre la loi travail et de Nuit debout, que cette génération semble avancer. Nuit debout, j'y ai fait un tour, j'ai pu y aller qu'une fois malheureusement. C'était vraiment passionnant. Vraiment, j'ai regretté de ne pas être resté plus longtemps et que... Ouais, vraiment, Nuit debout, j'ai adoré. Vu qu'en fait ça s'est fini et qu'on était vraiment tous déçus, c'est plus dans le continu et vraiment dans cette... ça peut être une haine du coup vraiment de la répression policière et des CRS qui du coup qui s'est pas éteinte, donc il y a vraiment une colère du coup qui peut être encore mobilisée en fait en manif ou en dehors en fait et de se dire on sait comment ils réagissent. Après c'est aussi des façons de réagir justement en cas de danger, ça peut servir aussi à ça. Et puis, aussi, il faut prendre en compte que mai 68, c'était beaucoup d'affrontements. Et maintenant, les affrontements avec la police, c'est plus du tout la même chose parce que, faut dire ce qu'il y a, ils sont plus du tout armés pareil. Avec les grenades, avec les matraques, tout ça, il y a de plus en plus de gens qui nous disent « En fait, je veux pas venir, j'ai peur d'aller en manif ». Et ça se comprend et ça se défend. Et du coup, ouais, c'est une stratégie gagnante parce que moins il y a de monde dans la rue, c'est pas que je crois que la manif va remporter quoi que ce soit, mais c'est un moyen de montrer qu'on n'est pas d'accord, c'est un moyen de rassembler les gens et d'après de les emmener pour discuter. Et sans doute faudra-t-il encore pas mal de discussions, de conférences dans les amphis occupés, d'AG, de rencontres, pour que finissent par émerger des mots d'ordre clairs. Car l'énergie est là, et depuis quelques années, c'est véritablement une nouvelle génération de citoyens engagés, révoltés, qui est en train d'émerger. On va gagner. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je fais partie des quelques irréductibles qui pensent qu'on gagnera, mais je pense qu'on va gagner, et si on gagne pas de suite, on gagnera à la rentrée, en septembre, en octobre, en novembre, on continuera de lutter, et même on fera retirer, même Fioraso, même LRU, même tout ça. Il y en a qui pensent que si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Moi je pense que si on n'est pas révolutionnaire à 18 ans, on a raté la sienne.
Peut-être cette grande explosion n'aura-t-elle pas lieu en mai, peut-être n'y aura-t-il pas de grande explosion, peut-être faudra-t-il encore quelques mois, quelques années de travail politique pour que cette génération trouve ses marques, passe à l'offensive. Mais bon, vu sa combativité face aux forces de l'ordre, face à l'État en général, pour l'instant il n'y a pas de quoi désespérer Billancourt, comme on disait en 68. À lundi prochain. Les anciens de 68, y en a un qui est chômeur, y en a un qui est instit, y en a une c'est ma sœur, ils vivent comme ça relax.